Brièvement, je me présente. Mon nom, c'est Jonathan du réseau Surdité Montérégie. Donc, ça fait plaisir de vous accueillir ce soir pour la vidéoconférence intitulée Qui sont ces couples heureux, qui va être animée par le conférencier Yvon Dallaire. Donc, Yvon Dallaire, c'est un psychologue, c'est un auteur, c'est également un conférencier. Il a plus de 30 ans d'expérience en thérapie conjugale. Donc, il va vous enseigner quelques-unes de ses connaissances ce soir pour vous permettre de vivre de façon plus heureuse en couple. Donc, il va vous donner quelques astuces. Donc voilà, je tiens à souligner que la vidéoconférence ce soir va être enregistrée. Par contre, on n'enregistre pas la période des questions. Donc, durant la conférence, Yvon va vous donner ses enseignements. Par la suite, il y aura, comme à l'habitude, vous êtes habitués maintenant, une période de questions où on va vous permettre d'ouvrir vos caméras. Vous allez pouvoir lever la main et je vais vous donner le tour de parole. Et également, donc c'est enregistré. Et l'autre chose que je dois dire, c'est que aujourd'hui, la vidéoconférence est permise grâce au support financier de la Croix-Rouge canadienne et du gouvernement du Canada, Emploi et Développement social. Donc voilà, sans plus tarder, je vais laisser la parole à Yvon. Passez une belle soirée. Merci beaucoup, Jonathan. Ça me fait un plaisir de m'adresser pour la première fois à votre clientèle. J'espère que ce que je vais vous communiquer ce soir va aider hommes et femmes à pouvoir utiliser ce qu'on sait maintenant qui rend les couples heureux. Parce que tout ce que je vais vous communiquer ce soir, c'est le résultat de toutes les recherches qui ont été faites sur les couples heureux. C'est aussi le résultat de mes 30 ans, comme disait tout à l'heure Jonathan, de mes 30 ans d'expérience, d'expertise en thérapie conjugale. Mais je totalise aussi 48 années de vie conjugale, donc je sais un petit peu de quoi je parle. Alors, comme vous pouvez le voir sur le diaporama, là, qui sont ces couples heureux? Comment apprendre à gérer les crises et les conflits du couple? J'insiste sur le verbe gérer, parce que la majorité des problèmes de couple sont, dans 70% des cas, insolubles. Donc, au lieu de parler de résolution de problèmes, il faut parler de gestion de problèmes. Les problèmes sont peut-être insolubles, mais les problèmes et les conflits peuvent être gérés, peuvent être dépassés et même les conflits et les confrontations peuvent nous aider tous les deux à pouvoir grandir avec l'aide de son partenaire. Alors, sans plus tarder, je vais commencer avec la table avec le sommaire, la table des matières. Alors, comment arriver à l'harmonie conjugale? Je vais commencer par vous donner quelques statistiques et je dois vous dire que le couple actuellement va plutôt mal parce que les chiffres ne sont pas très positifs. Ensuite, je vais vous parler de ce qui est au cœur de tous les couples. Tous les couples, heureux ou malheureux, sont aux prises avec ce qu'on appelle le paradoxe de la passion. J'aurai un petit dessin pour vous illustrer qu'est-ce que c'est le paradoxe de la passion. Ensuite, juste interrompre un petit peu, Yvon. Juste le débit un peu plus, juste un petit peu plus tranquille. Merci. OK. Ensuite, je vais vous présenter justement les résultats de toutes les recherches qui ont été faites sur les couples heureux. Et on a découvert que les couples heureux partageaient 7 caractéristiques communes. Par la suite, on se rend compte que d'être heureux en couple amène beaucoup d'avantages. Je vous listerai ces avantages-là. Et en conclusion, je vous donnerai 3 différences fondamentales entre les couples heureux et les couples malheureux. Alors, je vais prendre à peu près 1 heure, un peu plus, un peu moins, pour vous présenter le tout. Et par la suite, on passera à la période de questions. Alors, les statistiques. Le premier mariage ou union, actuellement, le taux de divorce, le taux de séparation tourne autour de 50%. Les
Les couples qui se résignent et qui s'endurent, on les évalue à 30% et on évalue à peine à 20% le nombre de couples heureux sur le long terme qui sont eux aussi aux prises avec des problèmes insolubles et qui passent aussi par des moments difficiles. Si, quand on regarde les couples pour lesquels on n'a pas vraiment de statistiques, on évalue à 10 à 20% de plus, donc de 60 à 70%, le nombre de couples qui finissent par se séparer. Un second mariage, on croirait que suite à un premier couple ou premier mariage, on a appris, mais on se rend compte que si on répète exactement le même pattern, la même dynamique dans une deuxième relation, on passe de 50 à près de 75% de probabilité d'une deuxième séparation. Et d'un troisième mariage, troisième couple, à près de 85%. Par contre, ce qu'il faut voir de positif dans ces chiffres-là, c'est qu'il y a quand même 20% des premiers couples, 25% des deuxièmes et 15% des troisièmes couples. Ce qui fait que quand on les additionne, on évalue à peu près à 40% le nombre de couples heureux lors d'une première, deuxième ou troisième relation sur le long terme. Évidemment, on est tous heureux pendant la lune de miel, sauf que la lune de miel, vous devez le savoir, dure à peine de 2 à 3 ans et qu'on le veuille ou non, on arrive par la suite à une espèce de période qu'on peut appeler de lutte pour le pouvoir, chacun voulant imposer à l'autre sa façon de voir le couple. Et à peine 20% de ces couples-là réussissent à passer à la troisième étape, qui est le partage du pouvoir, ou parce que le couple est là pour satisfaire les besoins légitimes de madame et les besoins légitimes de monsieur. Il n'y aurait pas de problème si les besoins étaient les mêmes, mais deux personnes et à plus forte raison de sexes différents n'auront pas tout à fait les mêmes besoins, du moins pas dans le même ordre de priorité. Les prévisions actuellement, parce que les jeunes aujourd'hui s'installent en couple de plus en plus tôt, sans trop savoir dans quoi ils s'engagent. Et auparavant, on parlait de 50%, mais sur une période de, c'est marqué 4 ans, il y a une faute, c'est 40 ans. Sur une période de 40 ans, le taux de séparation va être autour de 67%. Et nous, le Québec, on est le pays où le taux de mariage, le taux de nuptialité qu'on appelle, est le plus faible au monde. Hein? On est à 2,9 mariages par 1000 habitants, là où la Belgique est en deuxième position et la France en troisième. Remarquez que les États-Unis sont beaucoup plus conservateurs que nous. Alors, on est aussi, le Québec, le champion des cohabitations. Il y a un couple sur 3 qui ne se marient pas, qui vont vivre en cohabitation et parfois certains vont aussi se faire ce qu'en France on appelle un PAC, ils se sont pacsés, je ne sais pas si c'est traduisible en langue des sourds, mais c'est comme si on se faisait un contrat notarié pour essayer de s'entendre sur certaines choses qui peuvent arriver lorsqu'un des deux partenaires décède. Alors, et actuellement, plus de 50% des enfants naissent hors mariage, sont conçus hors mariage, et l'arrivée d'un enfant est souvent le prétexte pour le mariage. Il y a quelques décennies, les mariages se faisaient autour de la 20e année, alors qu'aujourd'hui, les mariages se font autour de la 30e année. Alors, le paradoxe de la passion, le fameux paradoxe de la passion. La passion, c'est une impulsion que la nature a mis dans le corps de l'homme et dans le corps de la femme pour les pousser l'un vers l'autre pour assurer la survie de l'espèce. Okay? C'est notre mission biologique. L'amour, c'est ce qui va se développer ou non au fur et à mesure que je découvre qui est réellement la personne qui m'a suscité au début tant de sensations agréables, tant d'émotions positives et tant de rêves. Et quand on est
assurer que on est acquis l'un à l'autre, on s'est séduit l'un à l'autre, là, on croit que après avoir accumulé beaucoup de plaisirs sensoriels, émotionnels et psychologiques ensemble, on croit qu'on est mûr pour la vie à deux et qu'on peut être heureux pour le reste de notre vie. Malheureusement, il existe quelque chose qui est au-delà des deux partenaires qu'on appelle le paradoxe de la passion. Et ce paradoxe de la passion-là, c'est composé de moi, un couple, en fait, c'est moi plus toi égale nous. Le centre de moi, il n'est pas dans le nous, là, il est au centre de moi. Le centre de toi, il est chez toi. Mais tous les deux ensemble, on forme une troisième entité qui s'appelle nous, et ce nous possède des dynamiques qui souvent sont au-delà de la conscience des partenaires. Et cette dynamique-là, c'est la suivante. On a tous besoin, parce qu'on a des besoins dont la satisfaction dépend de la présence de quelqu'un d'autre. Donc, on a besoin de quelqu'un d'autre pour satisfaire ces besoins-là. Donc, c'est là où on a tendance à se rapprocher et à fusionner. Et c'est dans la lune de miel où on fusionne le plus. On sait que les nouveaux couples passent facilement de 20 à 25 heures en tête à tête pendant la période de passion, pendant la période de lune de miel, en tête à parler, communiquer, rêver leur avenir et évidemment aussi à faire l'amour. Sauf que les deux personnes, ce besoin de fusion-là n'est pas égal. Et quand mon besoin de fusion à moi, il est satisfait, à ce moment-là, j'ai mon deuxième besoin qui arrive. J'ai un besoin d'autonomie. C'est comme si je disais à nous, à mon partenaire, je t'aime, je nous aime, mais j'existe aussi en dehors de nous. Et je ne veux pas me perdre en toi. Et évidemment, ce que je veux dire est peut-être un peu, comment je dirais ça, un peu trivial, là, mais un couple, c'est formé de deux personnes. Et si les deux personnes s'affirment, tout en restant ouvertes à apprendre le langage de l'autre, à ce moment-là, on augmente les probabilités d'être heureux à long terme. Okay? Ben, le problème, c'est que je croyais, moi, pendant la lune de miel, que l'autre, pour utiliser l'exemple d'un jeu, que l'autre jouerait selon mes règlements. Et mon partenaire croyait exactement la même chose, jouerait selon ses règlements. Et pour illustrer justement ce qu'est un nous, j'ai cherché longtemps un symbole, une allégorie, et j'ai trouvé. Dans mon bureau, j'ai un damier sur lequel, d'un côté, j'ai les pièces d'un jeu de dames, et en face, les pièces d'un jeu d'échecs. Dans la lune de miel, je trouve quelqu'un qui veut jouer avec moi. Le temps que chacun place ses pièces, on est dans la séduction, on est dans l'espérance que l'autre va vouloir continuer de jouer avec nous. Mais quand toutes les pièces sont placées, un des deux partenaires avance une pièce. Et l'autre dit, ben non, c'est pas comme ça qu'on joue ici. Parce que le jeu d'échecs et le jeu de dames peut se jouer sur le même terrain, mais évidemment, on ne peut pas jouer les deux jeux en même temps. Okay? Donc, gardez ça en tête, là, le jeu de dames et d'échecs, parce que justement, un des deux a un besoin de fusion plus grand que l'autre, qui lui a un besoin d'autonomie plus grand que l'autre. Si les deux besoins étaient identiques, ou à peu près identiques, il n'y aurait pas de problème. Mais généralement, il y a un des deux qui a un besoin plus grand, et à ce moment-là, il peut se créer à la longue un déséquilibre relationnel qui fait que l'un a l'impression que nous n'existe pas et voudrait plus de nous, et l'autre commence à étouffer dans le nous parce qu'il sent que l'autre est trop exigeant. Donc, je n'aurai pas le temps d'aller plus en profondeur dans le paradoxe de la passion parce que juste ça pour l'expliquer quand je fais de la formation auprès des intervenants en thérapie conjugale, je prends une journée complète pour expliquer le paradoxe. Mais c'est quand même important de savoir que votre partenaire n'a pas nécessairement le même besoin de nous que vous en avez besoin. Et il y en a un des deux qui généralement a plus besoin de nous que de l'autre. Alors, les 7 bases de l'harmonie conjugale.
Je disais tantôt que ça prend 2 personnes pour former un couple et il faut que chacune des personnes prenne à 100% non seulement la responsabilité de sa vie, mais aussi la responsabilité de son couple. Okay? C'est sûr que le couple est une co-réalisation, mais personnellement, je suis 100% responsable de ma façon d'agir et de réagir à mon partenaire. Comme mon partenaire est 100% responsable de sa façon d'agir et de réagir. Le couple étant évidemment une co-réalisation. Et la première base, c'est justement de prendre à 100% le sens la responsabilité à 100% de son couple. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le sens des responsabilités? J'ai un petit tableau pour l'illustrer. J'espère que vous pouvez très bien voir. Oups. OK. Je reviens. Bon. Il y a un petit délai dans le tableau, là. Bon, OK. C'est ce que j'appelle, moi, ma théorie des 4 P. Professionnel, on a tous besoin d'avoir une place dans la société et de se réaliser dans une profession ou un travail quelconque, et évidemment pour gagner sa vie. Okay? Partenaire, j'ai des besoins dont la satisfaction dépend de la présence de quelqu'un d'autre, donc je veux former un couple avec quelqu'un d'autre. Un des objectifs du partenariat, du couple, c'est de créer une famille, donc j'ai une partie de moi qui s'appelle le parent, qui est la partie la plus bénévole, la plus altruiste de mon être. Et la 4e dimension, c'est la dimension du privé. J'ai ma profession, j'ai mon partenaire, j'ai mes enfants, mais je dois aussi me garder du temps pour moi. Je dois mon jardin secret. Et ce jardin secret-là, ce sont mes amis, mes activités, mes projets personnels, qui ne sont pas nécessairement des amis, des projets ou des activités de couple. Mais ça prend aussi, pour vivre en couple, des amis communs, des activités communes, des projets communs. Okay? Donc, imaginez ces 4 dimensions-là, imaginez le tableau qui est là comme étant une table avec 4 pattes et au milieu, le moi, un bouquet de fleurs qui est sur la table. Okay? Alors, évidemment, si, comme le font malheureusement souvent beaucoup d'hommes, je deviens un workaholic, je m'investis à fond dans ma profession au détriment de mon partenaire et ma paternité, ben, ma table va être bancale. À l'inverse, il y a beaucoup de femmes qui, elles, dès qu'elles sont devenues mères, elles vont davantage mettre l'accent sur la maternité au détriment de leur partenaire et parfois même au détriment de leur profession. Donc, c'est évident que à tous les jours, à tous les mois, à toutes les années de la vie, on ne peut pas avoir les 4 pattes bien développées à 25% chacune. Okay? C'est à la fin de ma vie que je devrais avoir investi 25% dans ma profession, 25% avec mon partenaire, 25% comme parent et m'être gardé 25% pour moi, de façon que moi, j'appelle égoïste, mais un égoïsme sain. L'égoïsme sain, c'est que je m'occupe de moi et si je suis bien ici, ben, qu'est-ce que je vais partager avec les autres? Ben, mon égoïsme devient, lui, altruiste. Alors, ça, c'est la première base, prendre la responsabilité de ma vie à 100%. La deuxième, c'est d'apprendre à vivre seul et heureux. Okay? Il y a un auteur français qui a dit une phrase que j'aurais aimé avoir écrite, c'est « Le bonheur se trouve seul et se partage ». Je ne peux pas demander à quelqu'un d'autre de faire pour moi ce que moi-même je ne fais pas pour moi. D'où l'importance, lorsque je suis célibataire, avant de former un couple ou entre 2 couples, de prendre le temps de m'occuper de la personne la plus importante de ma vie et avec laquelle je suis assuré de passer le reste de ma vie. Donc, faire de moi mon meilleur ami. Et si je suis bien ici, si j'ai une bonne estime de moi, à ce moment-là, je vais chercher, sans être narcissique, je vais chercher quelqu'un à aimer et non pas quelqu'un de qui être aimé. Et si la personne qui m'attire, elle est aussi attirée par moi, ben, on a des chances de pouvoir former un couple heureux
pendant la lune de miel et, si possible, pour le reste de notre vie. Troisième besoin, troisième base, c'est-à-dire trouver un partenaire approprié. Dans la psychologie populaire, on dit les contraires s'attirent. Ce qui est vrai. On est généralement attiré par quelqu'un qui peut nous compléter. Mais c'est surtout vrai au niveau génétique, au niveau biologique. Parce qu'on sait, on a appris qu'il faut que nos deux systèmes génétiques soient différents pour donner un meilleur produit de reproduction, un enfant de meilleure qualité, si je peux m'exprimer ainsi. Parce que si nos deux codes génétiques sont trop semblables, à ce moment-là, les tares héréditaires vont être accentuées, vont être augmentées. Okay? Alors, il faut trouver un partenaire, oui, qui est complémentaire au niveau génétique, mais la psychologie populaire dit aussi ceux qui se ressemblent s'assemblent. Et effectivement, pour être heureux à long terme, il faut trouver quelqu'un qui partage au moins 70% de compatibilité. Ce qui veut dire avoir sensiblement la même philosophie de vie, avoir sensiblement la même libido, avoir sensiblement le désir du même nombre d'enfants, etc. Plus on est semblable, sans être un clone de soi-même, sans que notre partenaire soit un clone de nous-mêmes, plus on a moins les conflits dont je parlais tantôt, qui sont pour la plupart insolubles, vont se polariser. On va pouvoir plus facilement négocier des ententes à double gagnant. Alors, c'est quoi un partenaire approprié? Voyez un nouveau tableau. Il y a ma profession, la profession de mon partenaire. J'ai mon côté privé qui est à l'opposé de du partenaire. Okay? Et si on a des enfants ensemble, ben c'est sûr que le côté parentalité, on le partage. C'est ça, là. Alors, dans les couples malheureux, ce qu'on va faire, c'est que moi, dire à toi ce que toi devrais faire pour que je sois heureux. Alors que dans les couples heureux, c'est le nous qui partage le pouvoir et qui essaie, par tous les moyens possibles, de satisfaire les besoins légitimes de l'un et de l'autre. Okay? Alors, trouver un partenaire approprié avec qui construire un projet de vie. L'intelligence émotionnelle conjugale. Qu'est-ce que c'est ça? Tout le monde avait probablement entendu parler de l'intelligence émotionnelle de Gottman, mais pour être heureux en couple, il faut arriver à ne pas laisser les émotions envahir la raison. Okay? Malheureusement, c'est souvent ce qui se passe. Hein? Et on sait qu'il n'y a pas plus impoli entre eux que les deux membres d'un couple qui s'aiment. Et parce que nos attentes sont profondes par rapport à notre partenaire, on est porté à croire aussi que notre partenaire est acquis, donc à exiger davantage. Mais l'intelligence émotionnelle, ça veut dire la chose suivante. Je ne laisse pas mes propres émotions envahir ma raison. Je n'envahis pas mon partenaire de mes émotions. Je ne laisse pas mon partenaire m'envahir de ses émotions. Et j'ai réussi à faire la part des choses. C'est une chose très difficile parce que quand on est dans l'émotion, on sait que notre cerveau limbique, le cerveau émotionnel, quand il est en activité, il va se déconnecter de notre cerveau néocortex qui est où se trouve la raison. Donc, sous le coup de l'émotion, on va dire des choses sur un ton qu'on n'utiliserait jamais pour parler avec un ami ou un collègue de travail. Alors qu'avec notre partenaire, parfois, oh là, ça dépasse une certaine limite, ce qu'on ne devrait pas faire. Donc, l'intelligence émotionnelle, justement, c'est ce qui nous permet de ne pas aller trop loin dans l'escalade, okay? D'être capable de désamorcer lorsqu'il y a un conflit, lorsqu'il y a une confusion. Ça, c'est
un des secrets des couples heureux à long terme, être capable de désamorcer. On pourra, s'il y a des questions, je pourrais vous parler de techniques de désamorçage un peu plus tard, là, mais les couples heureux sont devenus experts en techniques de désamorçage, en processus de désamorçage. Alors, l'intelligence émotionnelle, c'est d'arriver à partager le pouvoir. Si vous regardez bien le tableau, malheureusement, je n'ai pas de flèche pour indiquer ce que je vais vous dire, là, mais si vous regardez le côté moi, au-dessus de moi, il y a une flèche qui va vers un PP, okay? Un petit psychologue. Et le petit psychologue me regarde sans me juger. Et justement, le PP jette un RS, un regard sur soi, okay? Et me dit, je suis correct. C'est OK d'être un homme, c'est OK d'être une femme, c'est OK d'être cet homme-là, c'est OK d'être cette femme-là. Mais mon PP, il jette aussi un RA, un regard sur l'autre et sur toi, et il se dit, c'est aussi correct d'être une femme. C'est aussi correct d'être ce que tu es. Et c'est évident que les membres des couples heureux acceptent l'autre exactement tel qu'il est. Et ils n'essaient pas de le changer. Alors, mon partenaire fait exactement la même chose. Il jette un regard sur soi, un regard sur moi, et dans les deux cas, se dit, c'est correct. It's okay to be a woman, it's okay to be a man. Okay? Et là où, par la suite, les deux PP font, si vous regardez en haut complètement, un CC, la partie en bleu. Un CC, ça veut dire un couple complice qui regarde nous, vous voyez la flèche qui descend vers nous, qui regarde nous et qui dit, ben, nous va satisfaire tes besoins et mes besoins. Les deux flèches qui vont vers moi et toi. C'est ça, un couple intelligent émotionnellement. Alors que ils arrivent au partage du pouvoir. Je vous rappelle qu'il y a à peine 20% des couples qui arrivent au partage du pouvoir. Dans les couples malheureux, je me répète, moi, dire à toi comment nous devrions fonctionner et toi réagir en disant non, c'est pas comme ça que toi tu devrais fonctionner, c'est comme moi je le voudrais. Alors donc, on est dans une espèce de lutte pour le pouvoir dont il faut sortir. Alors, rappelez-vous mon damier, mon échiquier. C'est sûr que quand les pièces sont toutes placées, chacun affirme son jeu, chacun veut jouer selon ses règlements, mais comme on ne peut pas jouer les deux jeux en même temps, ce qu'on peut faire, c'est alterner les jeux. Un soir, on joue aux dames, le lendemain soir, on joue aux échecs. Okay? Sans renier qui je suis, moi, le spécialiste du jeu de dames, j'essaie d'apprendre à jouer aux échecs. C'est un jeu intéressant, très intéressant, le jeu d'échecs. Et toi, tu fais la même chose. Et ce que les couples heureux ont réussi à faire, c'est qu'en alternant ainsi les jeux, en acceptant que l'autre soit autre, ils ont trouvé des modus vivendi, des façons de faire qui les amènent à structurer un troisième jeu qui intègre certains règlements du jeu de dames, certains règlements du jeu d'échecs pour former ce que moi j'appelle une culture conjugale. Et chaque couple heureux possède sa propre culture conjugale. C'est nous, les psychologues, qui, observant de nombreux couples heureux, on a découvert effectivement qu'ils avaient les 7 bases dont je suis en train de vous parler. Cinquième base des couples heureux à long terme, la connaissance des différences entre les hommes et les femmes. Il n'y a pas de doute que, homme ou femme, on est des êtres égaux. Okay? Au point de vue légal, au point de vue salaire, à tous les points de vue, et j'en suis, et je me suis battu pour que l'égalité homme-femme arrive. Mais, heureusement, il y a encore des petites différences entre les hommes et les femmes qui ont ces différences-là peuvent être
sources de richesse, sauf qu'elles sont malheureusement trop souvent sources de différends. Les différences sont sources de différends parce qu'on n'accepte pas ou on ne connaît pas ou on diabolise les caractéristiques de l'autre sexe. Alors, ce qu'il faut comprendre ici, c'est qu'on est des sexes complémentaires et non pas des sexes opposés. C'est important ça, de savoir ça et de tenir compte de ça. Alors, je donne quelques exemples de différences entre les hommes et les femmes. Mais juste avant, ça fait plus de 30 ans que je reçois des couples dans mon bureau et j'entends sensiblement les mêmes histoires d'un couple à l'autre. Et je me suis rendu compte que, sauf exception, l'amour et la bonne foi ne sont pas en cause. Ce qui est en cause, c'est justement l'ignorance des petites différences qui existent entre les hommes et les femmes et l'ignorance de dynamiques, dont entre autres le paradoxe de la passion, dont je parlais tout à l'heure, l'ignorance des dynamiques inévitables de la vie à deux. Et quatrième élément, les efforts à faire pour arrêter de faire ce qui fonctionne bien dans le sexe féminin, mais qui ne fonctionnera pas dans le sexe masculin. Je vais vous donner des exemples. Et aussi, faire des efforts pour mettre en pratique ce qu'on sait qu'aujourd'hui fonctionne. Alors, exemple de connaissance des différences entre les hommes et les femmes adorent donner des conseils non sollicités aux gens qu'elles aiment. Elles font ça par amour et de bonne foi. Mais souvent, les hommes ont l'impression que leur partenaire les infantilise, que leur partenaire veut les contrôler. Alors que c'est pas ça du tout. Aucune femme ne va donner un conseil non sollicité à quelqu'un qu'elle n'aime pas. C'est son côté maternant, ça. Okay? Et nous, les hommes, on pourrait en profiter. Okay? Les hommes, par amour et de bonne foi, quand il y a une espèce d'escalade, là, les hommes, vous le savez, messieurs, on veut la paix. Hein? On n'aime pas ça, se disputer. Alors, quand il y a une discussion qui semble aller de mal en pis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va plutôt se retirer. On pense qu'on peut acheter la paix par le silence. Vous allez m'excuser parce que là, je me rends compte que mon ordinateur, la batterie baisse. Je vais aller chercher mon chargeur. Voilà, c'est fait. Voilà. Alors, comme ça, je ne vous perdrai pas. Donc, c'est des exemples de comportements que les deux font par amour et de bonne foi. Mais les hommes, nous, on pense acheter la paix pour le silence. Alors, comme mesdames, vous savez très bien, qu'est-ce que vous faites dans le silence? Vous êtes portés à faire des scénarios catastrophes. Hein? Donc, l'homme pensant acheter la paix provoque finalement la guerre. Au même titre que madame, lorsqu'elle donne un conseil non sollicité, c'est par amour, mais monsieur risque d'embarquer sur la défensive. Et à ce moment-là, ben là, il y a l'escalade qui débute. Autre exemple de petites différences qui existent entre les hommes et les femmes, le premier besoin d'un homme par rapport à son couple, qu'on le veuille ou non, surtout lorsqu'on est jeune, la première chose qu'un monsieur recherche, c'est une partenaire sexuelle. Et l'homme qui trouve une partenaire sexuelle réceptive, active, initiatrice, il va être fidèle pour le reste de sa vie.
Et le problème, c'est que, est-ce que c'est un partenaire sexuel que la majorité des femmes recherchent pour former un couple? Non, c'est plutôt un partenaire affectueux. Alors, c'est peut-être stéréotypé ce que je vais vous dire, mais quelque part, c'est la sexualité qui amène l'homme à l'amour et c'est l'amour qui amène la femme à la sexualité. Pour l'homme, la sexualité, c'est un objectif. Pour la femme, c'est une conséquence lorsque la relation est harmonieuse, chaleureuse, romantique, sentimentale. Alors, oui, il peut y avoir des exceptions à ce que je viens de dire, mais c'est la grande généralité. L'homme, comme on dit si bien, un gars, c'est un gars, une fille, c'est une fille. Et même si on recherche l'égalité, je pense qu'on ne pourra pas changer 3 millions d'histoires de l'humanité en l'espace de quelques décennies. Lors de la négociation, les membres des couples heureux ont appris à négocier les problèmes pour la majorité insolubles dont je parlais tantôt. Et ces problèmes-là, ce sont les suivants. Les sources de problèmes sont les suivants. Les conflits, pour la plupart insolubles, l'argent. En général, dans un couple, il y en a un qui est plus insécure financièrement, qui veut mettre de l'argent de côté, et l'autre qui est plus en sécurité financière, qui veut profiter de son argent maintenant. Okay? Alors, dans les couples malheureux, on va s'obstiner à savoir qui a raison, qui a tort. Alors que dans les couples heureux, ben, qu'est-ce qu'on va faire? Un budget dans lequel il y a un compte d'épargne et un compte loisir. Tout le monde est content. Et on arrête de parler de l'argent. Alors que dans les couples malheureux, l'argent est souvent une source de confrontation très fréquente. Deuxième source, l'éducation des enfants. Dans un couple, il y en a généralement un, c'est pas toujours la mère, qui est plus permissif que l'autre qui va être plus disciplinaire. Si les deux ont sensiblement la même autorité, la même permissivité, il n'y a pas de problème. Mais s'il y a une grosse différence entre le besoin de contrôle et le besoin de permissivité, c'est sûr que les enfants vont devenir une source importante de conflits conjugaux. Et justement, l'argent et les enfants sont les deux principales sources de conflits conjugaux avant, pendant et après la séparation. Okay? Donc, là aussi, ce qu'il faut faire, comme pour l'argent, trouver des principes éducatifs communs et s'entendre pour, quand c'est l'un qui intervient en premier, de ne pas aller défaire ce que l'autre vient de faire, mais plutôt de le conforter, de l'appuyer dans sa façon de faire et d'en discuter, pas devant les enfants, okay? Mais d'en discuter en privé. Troisième source de conflit pour la plupart insoluble, les belles familles. Dans un couple, généralement, il y en a un des deux qui va entretenir des relations serrées avec les deux belles familles, alors que l'autre préférerait vivre davantage en autarcie, hein? Plus entre nous deux. Alors, si ça arrive aussi que dans dans la belle famille, il y a un membre de la famille qui est envahissant, et l'exemple classique, ben c'est souvent la belle-mère qui veut dire à sa bru comment s'occuper de son petit garçon à elle. Et là, ben, la belle-mère et la bru sont en conflit et monsieur est aux prises entre les deux femmes les plus importantes de sa vie. Il est comme aux prises entre l'arbre et l'écorce. Alors là aussi, il faut négocier une entente où la personne qui veut entretenir des relations serrées avec sa belle famille puisse le faire, et sa propre famille, et la personne qui veut vivre davantage en autarcie, en solitaire, puisse le faire aussi. Quatrième, les tâches ménagères. Les tâches ménagères, en général, les femmes sous-estiment ce que les hommes font dans et autour de la maison, là où les hommes surestiment ce qu'eux font dans et autour de la maison. Et quand on se dispute
par rapport au ménage, ben évidemment, on se dispute sur qu'est-ce que l'autre n'a pas fait ou comment il l'a mal fait et comment il devrait le faire. Il paraît qu'il y a une façon bien spécifique de placer la vaisselle dans le lave-vaisselle. Ça a l'air un peu stupide, là, mais les conflits conjugaux débutent généralement par des petits détails. Alors, là aussi, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut s'entendre pour départager les tâches, choisir les tâches que j'aime faire ou qui me déplaisent le moins. Idem pour toi. Et si vous avez suffisamment de revenus, ben, vous pouvez engager quelqu'un, un homme ou une femme de ménage pour faire les tâches que vous aimez moins. Cinquième, source de conflit pour la plupart insolubles, c'est, bon, au niveau des tâches ménagères, c'est sûr que les femmes, généralement, en font plus. On évalue à peu près à 1 heure par jour le surplus des femmes par rapport aux hommes. Mais le temps que l'homme n'investit pas dans les tâches ménagères, habituellement, il va l'investir dans sa profession. Les hommes ont beaucoup plus comme priorité leur vie professionnelle, là où les femmes, en général, ont beaucoup plus comme priorité leur vie relationnelle, leur vie familiale, leur vie conjugale. Donc, si monsieur s'investit beaucoup dans sa vie professionnelle au détriment de la vie privée, ben, là aussi, ça devient une source de conflit insoluble. Et pour éviter que ça devienne une source de conflit, ben, évidemment, il faut là aussi négocier des moments où on est en couple et des moments où chacun est de son côté pour se réaliser dans sa vie privée et dans sa vie professionnelle. Et finalement, évidemment, vous vous en doutez, la sexualité. Il n'y a pas trop de problèmes pendant la lune de miel, puisque madame est très réceptive à ce moment-là, très initiatrice même. Ils sont dans la lune de miel, ils ne sont pas sûrs que l'un et l'autre va être acquis, conquis, donc on se présente notre plus beau jour et on essaie d'être le plus charmant possible. Mais ce qu'on constate avec le temps, surtout lorsque la femme devient mère, très souvent, sa priorité du couple va passer à la maternité. Et il y a beaucoup de femmes qui, à ce moment-là, voient une baisse et parfois même une perte de libido. C'est la principale difficulté sexuelle qu'on rencontre chez les femmes qui deviennent mères. Et n'oubliez pas que la sexualité a comme objectif la reproduction. Mais nous, êtres humains, on en a fait une fonction érotique. Et je vous rappelle que les hommes, ben, c'est pas leur seul besoin, là, mais c'est un de leurs principaux besoins que de trouver une partenaire sexuelle. Alors, quand monsieur devient père, il perd l'exclusivité de son amante. Et si madame s'investit plus dans les enfants et oublie monsieur, ben, ça crée des problèmes. Okay. L'idéal, c'est évidemment d'avoir sensiblement la même libido. Si les deux ont sensiblement la même libido, pas de problème. Mais si monsieur veut faire l'amour tous les jours et que madame, elle, c'est 1 fois par semaine, vous comprendrez qu'un compromis à 3 ne fonctionnera pas. D'ailleurs, les compromis dans les couples ne fonctionnent pas. Il faut négocier des ententes à double gagnant. Un compromis, pour moi, c'est une entente à double perdant. Alors, ici, vous avez un exemple de gestion. Je prends l'argent parce que c'est le plus facile à comprendre, mais ce que je vais vous expliquer pour la gestion de l'argent, c'est sensiblement la même dynamique, la même stratégie qu'il faut utiliser pour les 5 autres sources de conflits insolubles. Alors, imaginons que les deux travaillent, que l'un des deux gagne 60 000 $, l'autre 40 000 $. Je fais des chiffres ronds pour que ce soit plus facile à comprendre, là, que le couple au total gagne 100 000 $. On fait une réunion et on évalue pour préparer le budget familial, on évalue à 50 000 le montant d'argent nécessaire pour les besoins du couple, les besoins de la famille. Okay? Et à ce moment-là, celui qui gagne 60 000, 50 000, c'est 50% de 100 000. Celui qui gagne 50 000 met 40 000, c'est-à-dire met 20 000. Celui qui gagne 60 000 met 30 000.
et on nomme un secrétaire, trésorier, qui va s'occuper des finances et de faire des rapports financiers régulièrement aux 3 mois, par exemple. Comme ça, on évite de parler d'une des 2 principales sources de problèmes insolubles, qui est l'argent. Ici, ce qui est important, tant et aussi longtemps que le couple va bien, et très souvent les jeunes couples, c'est ce qu'ils font, ils mettent tout dans un compte commun. Tant et aussi longtemps que le couple va bien, aucun problème. Les problèmes commencent au moment où, où l'un des deux a un besoin d'autonomie un peu plus grand, l'autre veut encore plus de fusion. Rappelez-vous le paradoxe de la passion. Donc, si moi, mes besoins d'homme ne sont pas satisfaits, je risque de ne pas satisfaire tes besoins de femme. Et là, tout. Et quand ça... Alors, ce que les conseillers conjugaux au niveau des finances vous proposent, c'est d'avoir chacun un compte personnel et un compte commun. Okay? Ce que moi je fais, maintenant que je suis celui qui gagne 40 000, je dépose 20 000 dans le compte commun, et ce que je fais avec mon 20 000 ne te regarde pas. J'ai le droit d'utiliser cet argent-là comme je le veux, comme toi tu as le droit d'utiliser l'argent qui te reste comme tu le veux. Donc, l'objectif, et c'est ce que font les couples heureux, c'est d'éviter d'avoir à parler d'argent continuellement. Alors, c'est la même stratégie, négocier. Une fois, les deux, on s'affirme. Moi, je suis insécure, toi, tu es en sécurité. Maintenant, comment nous, rappelez-vous, comment nous peut satisfaire les besoins des deux? Donc, à ce moment-là, avec un compte commun et 2 comptes personnels, ça fonctionne. Et c'est la même dynamique qu'il faut utiliser pour les autres sources de problèmes insolubles. Alors, il faut éviter justement que ces sources de problèmes deviennent des blocages permanents. Et malheureusement, c'est souvent ce qui se passe. Par exemple, dans le cas de séparation, quand ça va vraiment mal et que les deux veulent s'affirmer et avoir raison sur l'autre, ben, qu'est-ce qui se passe? On va engager chacun un avocat pour essayer de convaincre l'autre que j'ai raison et tu as tort. Les couples heureux ne font pas ça. Okay? Ils vont plutôt établir une entente financière. Ils vont s'entendre sur des principes éducatifs communs. Ils vont se protéger des belles familles. Okay? Monsieur, par exemple, si je reprends l'exemple de la belle-mère qui veut dire à sa bru comment gérer son petit garçon et ses petits-enfants à elle, monsieur doit prendre position pour sa femme contre, entre guillemets, contre sa mère. Okay? Parce que sa mère sera toujours sa mère. Et si sa femme ne sent pas un sentiment de solidarité avec son partenaire, pas sûr que madame va toujours être sa femme. Donc, parce que messieurs, n'oubliez pas que dans 65 à 80% des cas, c'est madame qui initie la séparation. Parce que ses besoins légitimes de reconnaissance, de complicité, de fusion, de sexualité, d'amour, de communication ne sont pas satisfaits. Alors, elle pense qu'ailleurs risque d'être meilleur. Créer un havre de paix à la maison, c'est-à-dire que, et tantôt je vais vous en parler, là, des différences entre les hommes, les couples heureux et les couples malheureux. Les couples heureux font en sorte que les deux amants puissent se retrouver régulièrement dans un moment de paix, dans un moment de complicité, dans des moments que j'appelle des moments suspendus. J'y reviendrai tout à l'heure. Travailler en équipe pour les tâches ménagères, hein? Qu'on le veuille ou non. Le fait de vivre dans une maison, dans un appartement, il y a une foule de tâches plus ou moins agréables à faire et qu'il faut faire. Les couples heureux ne calculent pas ce que l'un fait et l'autre ne fait pas. Les couples heureux font ce qui doit être fait. Si c'est moi qui arrive en premier et qu'on n'avait pas débarrassé la table avant de partir, ben j'arrive en premier, je débarrasse la table, je mets la vaisselle dans le lave-vaisselle et j'accueille ma partenaire à bras ouverts. Et finalement, si la sexualité devient problématique avec le temps, c'est qu'on a arrêté de faire ce qu'on faisait au début dans la lune de miel. Dans la lune de miel, habituellement, la sexualité n'est pas un problème. Alors, qu'est-ce que j'ai arrêté de faire qui fait qu'on est rendu là? Peut-être qu'il faudrait justement considérer
son partenaire comme étant un invité spécial dans sa vie, même si ça fait 20 ans que je suis avec lui, avec elle. Okay? Et qu'est-ce qu'on fait avec un invité? On en prend soin. On va au-devant de ses désirs, au-devant de ses besoins. J'ai lu une phrase récemment que je trouve merveilleuse, qui disait, si tu te comportais envers tes amis comme tu te comportes envers ton partenaire, tu n'aurais plus d'amis. Mais si tu te comportais envers ton partenaire comme tu te comportes envers tes amis, tu serais heureux, tu serais heureuse. Voyez-vous, là, les membres des couples heureux ne se perçoivent jamais comme acquis. Et quand on demande aux membres des couples heureux à long terme, c'est quoi le secret de votre bonheur? Ils ne le savent pas trop généralement, mais quand ils donnent une explication, ils disent quelque chose comme « J'ai toujours accepté mon partenaire exactement tel qu'il est. Je n'ai jamais cherché à le changer. » Ce qui ne veut pas dire qu'ils n'ont pas eu des moments de confrontation, ce qui ne veut pas dire qu'ils n'ont pas eu des moments difficiles et qui ne sont pas aux prises avec les 6 sources de problèmes dont j'ai parlé. Mais ils ont un respect réciproque et leur confrontation n'hypothèque jamais leur amour, leur respect, leur confiance réciproque. Alors, les habiletés relationnelles. Pour vivre en société et aussi pour vivre en couple, ça prend beaucoup d'habiletés relationnelles. J'en ai retenu quelques-unes, parce que si vous voulez en savoir davantage, je vous réfère au livre de l'intelligence émotionnelle de Goleman, là, mais de toutes ces habiletés relationnelles-là, pour les couples, j'en ai retenu quelques-unes seulement. L'empathie. Qu'est-ce que l'empathie? La capacité de se mettre, là, il y a un petit retard sur mon diaporama, ça devrait venir. L'empathie, c'est la capacité de se mettre à la place de l'autre et d'essayer de voir la vie selon la paire de lunettes de l'autre. Autrement dit, je reviens à mon jeu d'échecs et de dames, sans renier qui je suis, j'essaie d'apprendre à jouer aux échecs. C'est un jeu intéressant et j'essaie de comprendre la façon dont ce jeu-là fonctionne et vice-versa. Donc, l'empathie, c'est cette capacité de se mettre à la place de l'autre sans juger l'autre. Okay? Bon, je ne sais pas si la diapositive va changer, là, mais la deuxième habileté relationnelle que j'ai retenue, c'est ce qu'on appelle en psychologie l'assertion. L'assertion, ça veut dire l'affirmation de soi. Je m'affirme, je dis qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que j'attends de nous, OK? Mais nous, il est là, rappelez-vous, nous, il est là pour satisfaire mes besoins, mais satisfaire les besoins de l'autre aussi. Donc, je m'affirme, tu t'affirmes. Et troisième habileté relationnelle, l'ouverture à autrui. Je m'affirme, mais je reste ouvert à apprendre les règlements de ton jeu, à apprendre le langage féminin, le langage masculin, pour être heureux en couple, pour devenir bilingue. Nous, va parler et le langage féminin et le langage masculin. À ce moment-là, ben, ça augmente les probabilités d'être heureux ensemble. Bon, je vois que la diapositive est bloquée, malheureusement. Finalement, quatrième habileté relationnelle que j'ai retenue, c'est ce que j'appelle le positivisme. Rappelez-vous l'intelligence émotionnelle conjugale. Une émotion, c'est un message que mon corps m'envoie à moi pour me dire que j'ai un besoin satisfait, je suis content, je suis heureux, ou frustré. Si mon besoin est frustré, ben je peux être en colère, je peux être triste, je peux avoir peur qu'il ne soit jamais satisfait, je peux me sentir coupable et je peux mépriser la source de ma frustration. Or, mon partenaire n'est pas quelqu'un sur qui je dois décharger mes émotions. Ce ne sont pas nos émotions qu'on doit exprimer. En dessous d'une émotion, il y a un besoin. S'il est satisfait, l'émotion, elle est agréable.
Et ces émotions-là, on peut les exprimer. Okay? De dire jusqu'à quel point j'aime mon partenaire, jusqu'à quel point, quand il satisfait mes besoins, je suis reconnaissant. Et mes émotions dites désagréables, comme peur, colère, etc., à ce moment-là, je les garde pour moi et j'essaie de voir en dessous de mes émotions, c'est quoi le besoin sous-jacent. Et alors, je n'exprime pas ma frustration, mais j'exprime le besoin sous-jacent. Au lieu de dire, je ne sais pas moi, on ne fait jamais rien ensemble, ce qui est d'exprimer une frustration, je dirais plutôt, j'aime tellement ça, chérie, faire des choses avec toi. J'aimerais ça que, tu te rappelles la dernière fois qu'on est allé au cinéma, qu'on a fait une sortie en plein air, on a eu du plaisir, j'aimerais ça qu'on y retourne. Okay? Donc, les couples heureux, on a constaté qu'ils se disaient 5 à 10 fois plus de compliments que de reproches. Là où les couples malheureux se disent 5 à 10 fois plus de reproches que de compliments. Combien de couples, après 3 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, ne se disent plus « je t'aime », n'utilisent plus les petits mots d'amour qu'ils utilisaient pendant leur lune de miel. Je trouve ça dommage. Alors que l'amour, finalement, c'est l'objectif du couple. C'est pas ce qui existe au début. Au début, c'est l'attirance. Okay? Et ensuite, au fur et à mesure que je découvre l'autre, je peux découvrir sa beauté, je peux découvrir sa richesse et m'enrichir des différences qui existent encore entre les hommes et les femmes. Donc, les couples heureux construisent sur du positif. On ne construit pas sur du négatif. Le négatif amène des réactions défensives, qui amènent une contre-attaque, qui est la source de l'escalade. Alors, c'est vraiment dommage que la diapositive soit gelée, mais c'est pas grave. Je résume, sens des responsabilités, vivre seul et heureux, choix d'un partenaire approprié, pas d'une âme sœur. L'âme sœur, ça n'existe pas. Il n'y a pas de femme ou d'homme parfait. Mais il y a beaucoup de partenaires compatibles avec qui je pourrais construire une belle histoire d'amour. Intelligence émotionnelle conjugale, connaissance des petites différences qui existent entre les hommes et les femmes, l'art de la négociation et finalement, développer des habiletés relationnelles. Okay? En conclusion, il existe 3 différences fondamentales entre les couples heureux et les couples malheureux. La première, c'est que dans la lune de miel, on a hâte de finir de travailler pour retrouver son partenaire potentiel. Okay? Et on passe facilement 20, 25, 30 heures en tête à tête. Okay? On délaisse nos amis, nos parents pour se retrouver davantage. Et on le dit, les amoureux sont seuls au monde. Okay? Se retrouver ensemble. Lorsqu'arrivent les enfants, lorsqu'arrivent les responsabilités familiales, lorsqu'arrivent les responsabilités professionnelles, les 2 amants du début qui sont comme ça, c'est le paradoxe. Au fur et à mesure qu'ils réalisent leurs rêves, les enfants, le travail, la maison s'installent entre les deux et souvent, ils peuvent se perdre de vue. Or, ce qu'on a constaté chez les couples heureux, c'est qu'ils se réservaient au moins 5 heures par semaine en tête à tête. Si vous pouvez en passer 10, tant mieux. Mais au minimum, 5 heures. Et pas 5 heures de suite. 5 heures réparties de la façon suivante. Tous les matins, ils s'informent sur la journée de l'autre. Chérie, est-ce qu'il y a quelque chose d'important pour toi aujourd'hui? Qu'est-ce que tu comptes faire de spécial aujourd'hui? Ça se peut qu'il n'y ait rien de spécial, mais ça se peut qu'il y ait quelque chose de vraiment important. OK? Comme aller se faire coiffer ou aller chez le médecin ou avoir une demande de promotion ou de salaire au travail, peu importe. C'est pas long. 2 à 3 minutes chaque matin. Au bout de la semaine, même, on fait ça même la fin de semaine, ça fait une quinzaine de minutes, 15 à 20 minutes. Tous les soirs, après la journée de travail, surtout si vous avez des horaires parallèles, après la journée de travail, on fait un débriefing. On fait une pause et puis, mon chéri, comment a été ta journée? Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Dis-moi.
On essaie de se réserver chacun 10 minutes. Je prends 10 minutes pour raconter ma journée, tu prends 10 minutes pour raconter ta journée. Okay? Et au bout de la semaine, 7 fois 20 minutes, okay? À l'occasion de prendre un jus de tomate, vous pouvez mettre de la vodka, un verre de vin si vous voulez, là, mais le temps d'un apéro. Okay? Avant de manger ou après. Si vous avez des enfants, vous pouvez attendre après avoir couché les enfants, mais sinon, si les enfants, vous les envoyez jouer dehors, vous les mettez devant la télévision et vous prenez 20 minutes en disant aux enfants, laissez-nous tranquilles pendant 20 minutes. Okay? Et au bout de la semaine, ça fait déjà la moitié du 5 heures de passé. Tous les jours, avant de se quitter, en se retrouvant, lorsqu'ils sont dans la même pièce, les membres des couples heureux vont se toucher au moins 5 minutes par jour dans un contexte non sexualisé. Okay? Je te prends dans mes bras, je t'embrasse avant de partir, quand je passe à côté de toi, je te flatte le dos, je te flatte la tête, je te prends la main, peu importe. Okay? Des contacts sensuels, des contacts physiques, mais sans objectif génital, sans objectif sexuel. Okay? 7 fois 5 minutes, ça fait 35 minutes au bout de la semaine. Finalement, il reste à peu près 2 heures. Un rendez-vous en tête-à-tête à chaque semaine. Idéalement, ça serait d'aller au restaurant, mais à ce moment-ci, les restaurants sont tous fermés, donc c'est pas possible. Et pendant ces 2 heures-là, on parle de 2 choses. Bon. Si vous avez un feu à éteindre, un enfant, un petit problème financier, etc., prenez 10 à 15 minutes pour essayer de négocier une entente sur le problème. Mais rapidement, passez aux 2 autres choses, dont la première, c'est quoi votre mythe fondateur? Quand vous vous êtes rencontrés, là, il s'est passé quelque chose. La première des choses, c'est de vous rappeler votre histoire, de vous rappeler quand est-ce que vous vous êtes rencontrés, de vous rappeler les beaux souvenirs de votre rencontre. Et à chaque fois que vous allez vous rappeler les beaux souvenirs de votre rencontre, vous allez réactiver votre relation, votre amour réciproque. Okay? Et deuxièmement, c'est quoi votre projet, vos projets à court terme, d'ici 1 an? Qu'est-ce que vous voulez faire? Là? Une fois que la pandémie, là, on va être passé à travers, qu'est-ce que vous aimeriez faire pour fêter la fin de la pandémie? Okay? Projet à moyen terme, d'ici 3 à 5 ans, qu'est-ce que vous voulez? Un enfant, un autre enfant, déménager, agrandir une pièce, n'importe quoi. À vous autres de décider. Et finalement, des projets à long terme. Que peu importe l'âge que vous avez actuellement, 30 ans, 50 ans, c'est quoi votre projet de retraite? On a observé que les couples qui avaient des projets à moyen terme, à court terme, moyen terme et long terme, et qu'ils réussissaient à réaliser ces projets-là, augmentaient leur bonheur et le désir de rester ensemble. Donc, c'est la première des caractéristiques des couples heureux à long terme, passer 5 heures en tête-à-tête pour se construire. Deuxième, les membres des couples heureux, contrairement à ce qu'on pourrait penser, sont exigeants. Ils font le moins de compromis possible. On ne peut pas ne pas faire de compromis, mais il faut en faire le moins possible. Okay? Comme je disais tout à l'heure, ils exigent que chaque membre s'investisse à 100% dans le 25% que constitue notre partenaire. Et comme je m'investis, moi, à plein, j'exige que toi aussi, tu t'investisses à plein selon ta façon de t'investir. Okay? Et c'est ça. Ils exigent. Ils sont pas, ils ne laissent pas faire. Okay? Il y a des limites qu'il faut respecter. Et finalement, ils ne croient pas à la critique dite constructive.
J'ai pas eu le temps de vous en parler parce que j'avais à peine une petite heure pour vous parler de quelque chose. J'ai écrit des milliers de pages sur le sujet. La critique, c'est ce qu'on appelle le premier cavalier de l'Apocalypse. La critique réveille le deuxième cavalier de l'Apocalypse, qui est la défensive. Et la meilleure défensive, c'est la contre-attaque. Tu me critiques, je me défends en te critiquant à mon tour. Okay? Et quand on est dans la critique, on n'est pas avec le sourire aux lèvres et les yeux pétillants d'amour. Non, c'est avec les canines qui se sont allongées, les regards, les yeux dans lesquels il y a des poignards. Okay? Donc, ça s'appelle le mépris. Et finalement, le quatrième cavalier de l'Apocalypse, généralement utilisé par les hommes qui pensent acheter la paix par le silence, c'est la dérobade, okay? La fuite. Okay? Donc, critique, défensive, mépris et dérobade, c'est une des dynamiques qu'on retrouve le plus souvent chez les couples malheureux qui finissent par se séparer, se divorcer et qui passent de l'amour à la haine. Là où les couples heureux ont foutu les 4 cavaliers de l'Apocalypse à la porte parce qu'ils ne se font pas de critiques constructives. Ça ne veut pas dire qu'ils jouent à l'autruche, là. Il y a des problèmes qu'il faut aborder et ils le font, mais ils le font en tout respect et toute confiance réciproque. Et ils se disent 5 à 10 fois plus de compliments que de reproches. Alors, voilà